Manger bio fait aujourd'hui partie des nombreux mantras de nos politiques. Le bio c'est bon, on nous le répète sans cesse à longueur de journée. Cela devient presque religieux. Cela me fait penser à cela. Alors, si manger bio est un choix personnel que l'on ne saurait critiquer, la question est de savoir si tout ce que nous raconte est vrai. Est-ce que le bio est bon pour la santé? Est-ce que le bio est meilleur que le non-bio? Est-ce que le bio est vraiment bio? Et comment l'État nous impose petit à petit, insidieusement, le bio? Avant de répondre à nos interrogations, commençons par définir ce qu'est le bio. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'aliment bio. Un aliment ne naît pas bio, mais un aliment est issu de l'agriculture biologique. Et qu'est-ce qu'un aliment issu de l'agriculture biologique? C'est un aliment qui a reçu le label agriculture biologique, un label créé en France en 1985. L'Agence française du bio, un organisme officiel financé par nos impôts, nous donne la définition suivante du bio. Les aliments bio sont produits à partir d'ingrédients cultivés sans produits chimiques, de synthèse et sans OGM. Ils ne contiennent ni exhausteurs de goût, ni colorants, ni arômes chimiques de synthèse. L'utilisation d'additifs est très fortement limitée. Ce que ne dit pas cette définition, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est que le bio n'est pas synonyme d'absence de pesticides. Comme le dit le Haut Conseil de la Santé publique, une autre officine financée par nos impôts, le bio est un mode de production limitant les entrants et constitue à ce titre un moyen de limiter l'exposition aux pesticides. Cependant, il ne permet pas d'éliminer totalement certains contaminants présents dans l'environnement, métaux lourds, dioxines, mycotoxines, etc. Selon le rapport 2015 de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, les chiffres sont clairs. 13,5% des échantillons bio présentaient des résidus de pesticides. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, pas du tout. Au contraire, car il faut bien savoir que ce qui fait la dangerosité d'un produit n'est pas le produit en lui-même, mais la quantité utilisée. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau est un poison. Boire trop d'eau peut être mortel. C'est aussi le principe du vaccin. Vous ingérez une faible quantité de poison pour vous immuniser. Les pesticides, appelés aussi produits phytosanitaires, sont non seulement utiles, mais en plus nécessaires. Ils protègent la nature et notre santé. Dans la nature, maladies, insectes, ravageurs et mauvaises herbes font obstacle au bon développement des cultures. Les pesticides font partie des solutions techniques utilisées par les agriculteurs pour protéger leurs récoltes. En outre, ils permettent de lutter contre le développement de mycotoxines, c'est-à-dire des contaminants produits par certains champignons qui peuvent se révéler dangereux pour la santé humaine et animale. Ce sont en quelque sorte des médicaments pour les cultures. Comme nos médicaments, l'utilisation des pesticides fait l'objet d'une posologie très stricte. Dose journalière admissible, limite maximale de résidus, les indicateurs retenus par la réglementation prévoient des marges de sécurité importantes pour limiter l'exposition du consommateur aux produits phytopharmaceutiques. Car, encore une fois, c'est la quantité qui est critique, pas le produit. Alors quand certains font passer les pesticides pour du poison, c'est du pur mensonge. On pourrait même dire que c'est dangereux. Au final, le bio n'est donc pas vraiment bio. On peut le dire comme cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que les aliments bio ne sont pas exempts de pesticides. La seule différence avec l'agriculture conventionnelle, c'est que les pesticides utilisés en agriculture biologique sont des pesticides bio. D'ailleurs, il existe des centaines de spécialités homologuées en agriculture biologique. La réglementation pose d'ailleurs des limites maximales de résidus spécifiques aux phytosanitaires bio. Le problème avec ces pesticides bio, c'est que certains ne sont pas forcément moins dangereux que des produits chimiques. C'est le cas en particulier des tourteaux de ricin. Employés en agriculture biologique comme engrais et comme répulsifs, ils sont interdits dans certains pays, en particulier la Belgique. En effet, quelques graines de ricin suffisent à tuer un chien ou un enfant en raison de leur forte concentration en ricine, une toxine extrêmement violente, sans antidote connu. Le mensuel Que Choisir a publié une étude passionnante en septembre 2016, sous le titre « Naturellement toxique ». Tout est dans le titre. Elle montre à quel point les pesticides bio peuvent être autant, voire plus dangereux que les pesticides chimiques. Je ne serais pas étonné qu'on assiste dans quelques années à de véritables scandales sanitaires liés à l'agriculture biologique. C'est d'ailleurs même déjà arrivé. En décembre 2016, octobre 2012 et septembre 2013, il y a eu des cas d'intoxication par des farines de sarrasin bio en provenance de Bretagne. Le sarrasin avait été mal trié et contenait des graines de datura, une plante toxique et hallucinogène. Et les Français, sauf vous qui regardez cette vidéo bien sûr, diront « on ne savait pas ».
Car le problème, c'est qu'on trompe les Français sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture biologique. Bon, ok, j'ai compris, c'est clair. Contrairement à ce qu'on pense, le bio utilise des pesticides. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et selon toi, ce serait même le contraire. Mais maintenant, sur le plan de la santé, est-ce que le bio est bon pour moi? Bonne question. En tout cas, clairement, c'est la raison principale pour les Français de manger bio. Vu les prix du bio, on peut légitimement se poser cette question de savoir si le bio est meilleur pour notre santé que le non bio. Le problème, c'est que rien ni personne n'a jamais réussi à le prouver. On nous vante les qualités du bio sans jamais nous le prouver. Et pourtant, ils y ont mis les moyens. Nos meilleurs chercheurs de l'INSERM et de l'INRIA, encore une fois financés par nos impôts, sont arrivés à la conclusion: l'état actuel des connaissances ne permet pas de conclure avec un niveau de preuve suffisant fondé sur le consensus scientifique sur un effet bénéfique de la consommation d'aliments bio pour préserver la santé de la population. Des gars payés par l'État pour dire que c'est bon n'arrivent même pas à le prouver. Mais comme ils sont payés par l'État, il faut quand même qu'ils disent que c'est bien. Toutefois, comme cela est recommandé par le Haut Conseil de la santé publique, dans un principe de précaution, et compte tenu des éléments liés à la protection de l'environnement, il est prudent de privilégier les produits végétaux issus de pratiques agricoles limitant les intrants synthétiques, engrais et pesticides. Traduction, je vous prouve par A plus B que le bio n'est pas meilleur pour la santé, mais il faut en manger quand même. Le site de l'Agence du bio parle d'une seule étude dont les conclusions sont: les aliments biologiques peuvent réduire le risque de maladies allergiques et d'obésité, mais les preuves ne sont pas concluantes. L'importance de ces résultats pour la santé humaine n'est pas claire. C'est quand même hallucinant. Attends Bertrand, tu racontes quoi? Tu dis qu'on nous raconte n'importe quoi sur le bio? En termes de santé, cela n'a aucun intérêt prouvé. C'est un peu si je disais que Dieu existe, qu'il faut donc créer une théocratie, et que si je ne peux pas le prouver, eh ben je répondrais que dans le doute, c'est quand même mieux. Oui, tout à fait. Et ces socialo-écolos sont très forts dans la propagande. Ils ne prennent même plus la peine de justifier leurs arguments, comme dans cette campagne de la fondation de Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Le document explicatif de cette campagne n'est qu'un document de propagande qui ne se donne même pas la peine de justifier leurs arguments. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Leur matraquage idéologique, leur endoctrinement sur notre alimentation marche super bien. 88% des Français estiment que les aliments bio sont meilleurs pour la santé. C'est quand même dingue d'arriver à ces chiffres. Le nouveau terme à la mode, creux, est censé éteindre toute discussion sur le sujet, et la transition alimentaire. Ce n'est pas le transit intestinal, mais pour moi, ça fait autant mal au ventre. Et pour nous convaincre, ils ont une armada de petits soldats aux ordres de cette pensée unique. Comme vous le savez, Audrey Pulvar, Sophie Marceau et Nagui ont toutes les compétences scientifiques pour parler de l'agriculture biologique. Le troisième outil pour nous acquérir à leur cause, la manipulation ou le mensonge. Il faut regarder le site de l'Agence française du bio. Outre le fait qu'il s'agit uniquement d'un site de propagande, quand on lit l'argumentation sur l'impact du bio sur la santé, on s'aperçoit qu'il présente de manière fallacieuse les résultats de l'étude sur la santé humaine. Sur le site de la fondation de Nicolas Hulot, on peut lire ce gros mensonge. Et bien sûr, personne ne parle des études qui montrent que le bio n'a aucun effet bénéfique sur la santé humaine. Rajoutons aussi un point qu'on oublie souvent: un produit gras et ou sucré, même bio, reste un produit gras et ou sucré. C'est particulièrement vrai dans les plats cuisinés. D'ailleurs, si on écoute certains écolos socialos, on pourrait même croire que si on ne mange pas du bio, on s'empoisonne, que l'industrie agroalimentaire nous empoisonne. Je ne nie pas qu'il a existé, qu'il existe et qu'il existera encore des scandales alimentaires. Je ne nie pas que certains sont peu scrupuleux. Mais dire qu'on nous empoisonne est un pur mensonge qui est contredit par des données toutes simples. Et en particulier l'espérance de vie des Français. Si on mangeait de la merde, on en mourrait. Et c'est bien l'inverse qu'on constate. La vérité est que c'est la diversité de l'alimentation qui est une source de santé. Et grâce à l'agriculture conventionnelle, nous avons accès aujourd'hui à toujours plus de produits variés et moins chers. D'autant plus que le bio est en gros 2 fois plus cher que le non bio. Dans son numéro de septembre 2017, Que Choisir a publié une enquête assez complète sur le sujet. Son panier conventionnel en supermarché et hypermarché à 74 € passe en bio à 126 € dans les mêmes magasins et à 161 € dans les magasins spécialisés bio.
soit entre 70 et 110% en plus. Le bio reste en moyenne 2 fois plus cher que le conventionnel. Ok, d'accord, mais le bio, c'est bon pour l'environnement. C'est vrai que c'est la deuxième raison de l'achat de produits bio en France. Quand on regarde les études sur l'impact sur l'environnement du bio, sur l'agriculture biologique, on s'aperçoit que les études ne sont pas nombreuses. Et celles qui existent sont plutôt contradictoires. L'Agence française du bio présente une étude de l'agence Bio qui indiquerait que l'agriculture biologique respecte mieux la fertilité des sols et contribue à préserver la biodiversité. Mais tout le monde n'a pas le même avis chez les chercheurs. La nouveauté, elle est du côté du bio. Car jusqu'à présent, on croyait que l'agriculture biologique était inoffensive pour l'environnement. Chez Romain Juthier, par exemple, pas de produits chimiques. Ici, tout est 100% naturel. Alors ça, c'est une tisane à base de serpolet, de thym, de sarriette et d'origan. Après, on a la prêle, fameux purin d'ortie. Ça, c'est un vrai phytostimulant. Bon, après, bien sûr, on a les traitements classiques en argot bio. Hein. Ça, c'est vieux comme le monde, le cuivre. Le cuivre, lui aussi, est un produit naturel. C'est un métal que l'on trouve dans la croûte terrestre. Mais qui dit naturel, ne dit pas inoffensif pour l'environnement. C'est le constat que fait Gérard Pascal, un chercheur retraité de l'INRA. Il vient de publier une étude à charge contre les dangers de l'agriculture bio. Pour lui, le cuivre devient nocif lorsqu'il est utilisé en trop grande quantité. Au niveau des sols, ça peut considérablement appauvrir leur capacité à la production de végétaux. Les plantes poussent moins bien et on peut même avoir des sols qui deviennent pratiquement stériles. Et là, ça fait 10 ans, c'est de l'huile de Nîmes qu'on utilise comme insecticide pour le puceron. L'huile de Nîmes, c'est une décoction que l'on obtient en pressant des graines de margousier, un arbre originaire d'Inde. Quoi de plus naturel? Pourtant, cette huile de Nîmes est aussi remise en question par Gérard Pascal, car elle agirait comme un perturbateur endocrinien sur les insectes. On a observé des choses un peu assez inquiétantes, une modification de l'équilibre entre les sexes, entre les mâles et les femelles, une féminisation des mâles et une difficulté à la maturation sexuelle. Donc tout un tas de perturbations qui sont vraiment à l'ordre des perturbations du mécanisme de reproduction qui sont tout à fait inquiétantes. Aujourd'hui, l'huile de Nîmes, ou azadiractine selon son petit nom savant, est interdite d'utilisation comme insecticide en France. Elle est cependant autorisée par l'Union européenne depuis le 1er juin, après avoir été exclue en 2008. Mais toutes ces controverses, ça n'a pas l'air de déranger Romain Juthier. Tous les arboriculteurs bio utilisent le Nîmes. J'en connais pas qui... tous ceux que je connais, ils l'utilisent. Après, ils le disent pas forcément. En utilisant son huile de Nîmes, Romain Juthier risque une belle amende. Le problème, c'est que sans cuivre et sans huile de Nîmes, les agriculteurs bio ne peuvent plus assurer une production. Sans ces produits naturels mais néfastes pour l'environnement, la filière bio serait donc condamnée à disparaître. Dans le même temps, l'agence alimentaire suédoise a récemment publié un rapport sur une analyse de plusieurs aspects des effets environnementaux de l'agriculture. Elle conclut que l'agriculture biologique n'a à aucun moment été meilleure pour l'environnement. Ils ont étudié 53 aspects environnementaux et dans la majorité des cas, l'agriculture conventionnelle serait même meilleure pour l'environnement. Au final, on peut dire qu'il est difficile de conclure de manière claire sur ce point concernant l'environnement. Et le bio, c'est quand même meilleur pour le goût. Le goût est peut-être un bon argument, je ne le conteste pas. C'est d'ailleurs la troisième raison pour manger du bio. Mais c'est quand même une question subjective, vous me l'accorderez. J'ai personnellement goûté du bio très bon, mais j'ai eu aussi des expériences très mauvaises. Mais ma conviction profonde, c'est qu'ici, c'est la règle du placebo qui s'applique. Je suis sûr que des expériences scientifiques à l'aveugle montreraient aucun lien entre le bio et le goût. Ok, d'accord, je comprends. Les Français payent plus cher pour des produits bio qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Le goût, c'est une question subjective. Et l'environnement, on ne sait pas trop. Bon, ok, mais chacun est libre de ses choix. Tout à fait, mais le problème de tout cela, c'est l'État.
ou plutôt tous ces lobbies socialo-écolos qui infiltrent notre État, qui veulent faire notre bien et entendent nous imposer leur idéologie marxiste et écologique. Car selon eux, nous-mêmes, consommateurs, serions incapables de nous responsabiliser. Avec eux, c'est bien simple. Ils ont toujours raison, ils sont les bons, les autres sont les mauvais. Alors, quand j'entends ça... Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Je préfère me marrer que de pleurer. Culot et surtout quel déni démocratique. Ces gars sont des sectaires de vrais dictateurs. Résultat de cette doctrine de la pensée unique, de la bien-pensance en France, ces lobbies écologiques, l'État fait tout pour nous imposer le bio. Cela se passe de la manière suivante. On interdit, on punit, on dépense. Interdire, si au rythme où vont les choses, c'est bien ce qui va se passer dans quelques années. Et si on les laisse faire, ce sera interdit de manger des aliments conventionnels. Vous croyez que j'exagère ? Regardez ce qui se passe sur les voitures diesel ou le nucléaire. Petit à petit, à coups de petites touches, l'État nous l'interdit. Vous en doutez? Ils ont déjà commencé à attaquer. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2010, ils ont interdit les aliments non bio dans les cantines scolaires en obligeant à délivrer un minimum de 20% de bio dans les repas des cantines. Et cette proportion va monter à 30% d'ici 2025. Autrement dit, ils ont choisi pour vous. Vous allez payer plus cher pour manger du bio. Puisqu'on vous le dit que c'est bon pour vous, pour la santé, pour le goût et pour l'environnement, merde. Vous allez payer plus cher, merde, mais c'est super bien pour vous. Votre pouvoir d'achat, votre liberté de choix, on s'en fout. Ils s'en prennent même à la liberté d'expression de tous ceux qui sont contre leur diktat écologique. Le journaliste du magazine Que Choisir, qui a publié son article en septembre 2016 sur les pesticides présents dans les aliments bio, a subi les foudres du lobby écologiste. Il a été copieusement calomnié par les écolos qui ont tenté de lui interdire de publier. Car ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont systématiquement dénigrés, ostracisés, comme dans le cas de ce journaliste. Pour eux, la liberté d'expression s'arrête à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Si on y prend garde, ça commence avec le bio et ça finit avec le comité de salut public. Je vous invite à regarder les sources sous cette vidéo pour voir cela en détail. Le deuxième arsenal généralement utilisé par ces lobbies écologiques, c'est la punition par l'impôt ou les taxes. Le principe est simple. Comme on a toujours raison et que vous continuez à bouffer du non-bio, on va vous taxer, on va taxer les aliments non-bio. C'est en général plus soft que d'interdire purement et simplement. Ça permet d'éviter d'être taxé de liberticides. Oui, car ils sont très attachés à nos valeurs républicaines, ces écolos. Liberté, égalité, fraternité. Mais bon, au final, c'est bien la même chose, car punir, c'est bien une manière de limiter la liberté. Vous en doutez? Regardez ce qui se passe pour les boissons sucrées ou énergisantes. Une taxe soda pour nous punir de boire ce qu'on veut. Et quand ils mettent le doigt dans ce pot de colle punitif, ils y enfoncent la main jusqu'au bout des ongles. La taxe soda a explosé l'année dernière de 20% et maintenant ils s'y mettent avec le sel. Et ne croyez pas que c'est pour la bonne cause, ça c'est du pipeau. Regardez ça. Mais quand Bercy cède, alors il faut trouver de l'argent en plus. Et dans ce cas, la solution de facilité, c'est de lever un nouvel impôt. François Baroin, ancien ministre des Finances, se souvient soudain que la taxe sur les boissons sucrées était en fait un écran de fumée. La taxe sur les sodas, qui avait fait quand même une très grosse polémique, mais ça c'était un moyen de faire rentrer de l'argent très vite. On l'avait présenté comme un élément de politique de santé publique, mais en réalité c'était un moyen, disons, utile et rapide de faire rentrer de l'argent. Bon, ils n'y sont pas encore, mais je vous mets mon billet que c'est bien dans les cartons quelque part, dans les projets de quelques fonctionnaires zélés, qu'on va voir surgir quelques bonhommes bien verts avec une idée si géniale. C'est d'autant plus vrai que, comme il n'y a plus un rond dans les caisses de l'État,
il faut bien trouver une cause nationale qui fera passer nos dirigeants pour de grands bienfaiteurs de l'humanité. Et là, je vous rassure, ils ont déjà commencé leur entreprise. Ils ont commencé par, devinez quoi? Dépenser notre argent, ou plutôt celui de l'État, c'est-à-dire le nôtre. Au vu de ce que je viens de dire plus tôt, le terme exact serait plutôt gaspiller notre argent. Alors comment font-ils? Il y a déjà toutes ces agences, ces instituts, ces officines financées par notre argent. Vous savez, celles qui, malgré tous leurs efforts et leurs coûts, n'arrivent même pas à démontrer la supériorité du bio pour notre santé. Mais il y a aussi toutes ces aides, ces subventions. Au total, les aides en faveur de la conversion et du maintien de l'agriculture biologique représentent 160 millions d'euros par an. Il y a le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, les aides régionales à l'investissement, les aides des agences de l'eau, oui, ça existe, les organismes de financement public ou parapublic. Une estimation à la louche permet de penser que toutes ces aides nous coûtent au bas mot 200 millions d'euros par an. On comprend mieux pourquoi nos impôts augmentent. Attention, soyons clairs, je ne dis pas que ces aides ne sont pas utiles pour aider les agriculteurs. Je dis juste que ces aides ne sont pas justifiées par un objectif de santé publique et que, en l'état actuel des connaissances, l'État ne devrait pas inciter les agriculteurs à changer de méthode d'agriculture. Et ce n'est qu'un début. Car si on croyait en avoir fini avec Hulot comme ministre de l'écologie, le voilà qu'il revient en force avec sa fondation et sa campagne sur le financement du bio dans les cantines pour les jeunes et les vieux. Et devinez quoi? Ils nous proposent de claquer 360 millions par an sur 3 ans. Ça fait quand même 1 milliard d'euros. Et pourquoi 3 ans? Bah tout simplement pour faire passer la pilule. Mais je vous rassure, le but c'est bien de pérenniser cette superbe dépense géniale. C'est d'autant plus croustillant de voir ce lobbying pour plus de dépenses publiques dans le bio quand on apprend au même moment que l'État n'arrive même pas à payer les aides qu'il est censé attribuer aux agriculteurs, les obligeant ainsi à se mettre en faillite. Mais Bertrand, je ne comprends pas pourquoi ils agissent ainsi. Ils sont cela pour notre bien. Ouh là là, attention à ce discours, c'est pour votre bien. C'est le début de la dictature. Toutes les plus grandes dictatures passées comme le communisme ou le nazisme, ou aujourd'hui comme au Venezuela, ont agi pour les biens de leurs citoyens. En prenant en charge notre bien, les politiques nous empêchent clairement de faire nos propres choix personnels. Après, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas dupes. Les écologistes, les politiques ont des intérêts personnels à nous imposer le bio. Les lobbies financiers du bio sont aussi présents que les autres. Je ne crois pas une seule seconde à leur désintéressement. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal de leur part de s'occuper d'abord et avant tout de leurs pommes. Le seul problème, c'est qu'ils nous font croire le contraire. Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, surtout avec ce type de personnes. Personnellement, après avoir lu des dizaines d'articles et d'études pour faire cette vidéo, la conclusion que j'en tire est que je compte bien me détourner du bio. J'ai le sentiment que les produits phytosanitaires, les pesticides biologiques, n'ont pas été assez étudiés et que l'engouement, la folie du bio est trop excessif aujourd'hui. Je pense qu'on ne dispose clairement pas assez de recul sur l'impact sur la santé et l'environnement de cette agriculture biologique. Alors, comme rien ne prouve que c'est bénéfique pour ma santé, juste de mon principe de précaution. Mon portefeuille ne s'en portera que mieux. C'est mon avis personnel, l'avis d'un simple citoyen comme vous. Alors, pour résumer, tout d'abord, je ne dis pas que le bio est mauvais pour la santé, pour l'environnement ou le goût. Je ne dis pas non plus que vous ne devez pas en manger ou en acheter, vous êtes libre de vos choix. Et je dis qu'il n'est pas prouvé que l'agriculture biologique soit meilleure pour la santé ou l'environnement que l'agriculture conventionnelle. Je dis que les campagnes de propagande des socialo-écologistes sont particulièrement sectaires, sans véritable fondement scientifique et orientées par des choix idéologiques. Je dis aussi qu'en tant que citoyen, je ne veux pas que l'État s'immisce dans ma vie privée en m'imposant ce que moi, mes enfants ou mes parents doivent manger. Je dis qu'en tant que contribuable, je ne veux pas que l'État me punisse en me taxant si je ne mange pas du bio. Je dis aussi qu'en tant que contribuable, je ne veux pas que l'État dépense, gaspille l'argent qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire l'argent public, dans des politiques de soutien au bio, car je sais que c'est moi qui, au final, vais payer en finançant par l'impôt présent ou futur ces dépenses injustifiées. Alors, si vous partagez mon point de vue, un simple geste suffit. Un simple geste qui peut changer les choses. Un simple geste qui est utile pour que cette politique absurde et dispendieuse ne se propage comme une traînée de poudre. Un simple geste pour que cet avis soit partagé par le plus grand nombre. Un simple geste pour se faire entendre et respecter. Un simple geste gratuit. Partagez cette vidéo.
Partagez-la auprès de vos amis, vos connaissances, auprès de qui vous voudrez. La viralité est le seul moyen que nous avons pour faire entendre notre voix dans cette démocratie si peu représentative. Et puis aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.